L'air sentait le métal froid et la pluie ancienne. Puis, un signal a traversé le silence. Pas un cri, pas une voix. Un battement régulier, venu d'une ville vide. Pourquoi une ville morte répond-elle encore ? Ne partez pas trop vite. Cette histoire cache une présence impossible. Abonnez-vous maintenant. Vous allez comprendre pourquoi, jusqu'au dernier souffle. Il existe des lieux qui meurent en apparence, et pourtant, ils répondent encore. Une ville entière a fait cela. Ces rues semblaient abandonnées depuis des années. Les fenêtres renvoyaient le ciel. Les routes craquelaient sous la poussière. Mais la nuit, quelque chose parlait encore, et ce n'était pas le vent. Tout commence avec une équipe prudente. Des chercheurs, des géologues, des cartographes. Ils suivent une anomalie sur des cartes anciennes. Une zone barrée, répétée, puis effacée. Sur le papier, rien d'extraordinaire. Dans le paysage, tout change. Des immeubles bas, des places vides, des rails rouillés. Et partout, cette sensation. Une fin interrompue. Comme si la ville retenait encore son dernier mot. Ils entrent au lever du jour. Le vent glisse dans les couloirs. L'humidité remonte des caves. Puis l'un d'eux entend un cliquetis. Quelqu'un, ou quelque chose, travaille encore. La ville comptait autrefois plusieurs milliers d'habitants. Aujourd'hui, aucun registre n'en confirme la présence. Les archives locales dérangent davantage. Les dossiers sont incomplets. Des pages manquent. Des signatures s'arrêtent brutalement. Les derniers rapports parlent d'un départ massif. Mais aucun convoi, aucun refuge, aucune trace claire. Le premier détail troublant surgit vite. Les horloges des bâtiments ne se sont pas arrêtées ensemble. Elles ont cessé étage par étage, comme si l'abandon avait traversé la ville. Silencieusement, méthodiquement. À midi, un poste radio capte enfin le signal. Il vient du centre-ville, là où personne ne vit plus. Le message ne contient pas de mots, seulement des pulsations. 3 longues, 2 brèves, puis une pause. Toujours la même, toujours au même rythme. Un technicien reconnaît la structure. Ce n'est pas du hasard, c'est une séquence intentionnelle. Quelqu'un, ou quelque chose, essaie de répondre, ou d'appeler. Il remonte vers l'ancienne mairie. Le bâtiment domine encore la place. Ses marches sont fendues. Ses vitres sont opaques. À l'intérieur, l'air devient plus froid. Dans une salle basse, ils trouvent un tableau. Pas une carte administrative. Une carte de pression, griffonnée à la main. Des courbes, des flèches, des dates. Et au centre, un mot presque effacé. Résonance. Le terme n'explique rien, mais il change tout. Parce que les murs, ici, semblent écouter, et les caves semblent retenir leur souffle. Plus tard, ils découvrent un sous-sol condamné. La porte a été soudée, pas par la rouille, par l'homme. Des outils modernes ont servi récemment, bien après l'abandon officiel. L'un des chercheurs frappe le métal. Le son revient 2 fois. Une fois depuis le couloir, une fois depuis dessous. La chambre souterraine descend à plus de 20 mètres. Personne n'avait signalé cette profondeur sur les plans. Ils ouvrent enfin. L'escalier disparaît dans une humidité glacée. Des câbles pendent au plafond. Des équipements dorment dans la poussière. Et au fond, un panneau clignote encore. Le signal vient de là. Il ne s'est jamais interrompu. La pièce ressemble à un laboratoire oublié. Mais les instruments racontent autre chose. Ils mesurent l'air, les vibrations, les micro-variations de température. Comme si la ville entière était devenue un corps. Comme si elle respirait encore. Puis ils trouvent les enregistrements. Des bandes classées par date. Chaque nuit, le même phénomène. Un pic de pression. Un grondement lointain. Ensuite, la séquence radio. Le plus troublant arrive au milieu des archives. Les enregistrements montrent des voix. Pas dans la ville. Dans les murs. Les opérateurs de l'époque parlent doucement. Ils disent avoir entendu des pas dans des bâtiments fermés. Ils mentionnent aussi des portes qui s'ouvrent seules. Et une lumière sous la place centrale. Une lumière sans source visible,
Personne n'a voulu signer ces rapports. Sauf un nom, un seul, rayé ensuite à l'encre noire. Il retrouve ensuite un carnet de terrain. Les pages sentent le moisi et la suie. Un ingénieur y note une observation précise. La ville est construite au-dessus d'un réseau creux. Pas une simple grotte. Un ensemble de cavités, de conduits, de chambres naturelles. Certaines galeries s'étendent sur plusieurs kilomètres. Elles forment un labyrinthe sous la ville. L'hypothèse semble simple. Une résonance géologique. Des sons piégés sous terre. Mais les données ne collent pas. Les pulsations ne suivent pas les cavités. Elles les traversent. C'est là que le mystère devient personnel. Un des chercheurs descend seul. Il veut vérifier le générateur. Il porte une lampe frontale. Il disparaît derrière une arcade effondrée. 10 minutes passent. Puis son micro s'active. Il murmure seulement ceci. Quelqu'un a répondu. La phrase glace toute l'équipe, car il n'était pas censé y avoir quelqu'un. Il se précipite. La galerie débouche sur une salle ronde. Au centre, une colonne de pierre noire. Autour, des cercles usés au sol. Non, pas tracés. Usés. Comme si des milliers de pas y avaient tourné. Encore et encore. Pendant des années. Sur la pierre, une plaque métallique a été fixée. Elle porte des marques récentes. Pas un symbole mystique. Des coordonnées. Et une date. Demain. Le choc vient ensuite. La date a été gravée avant leur arrivée. Quelqu'un savait qu'il viendrait. Ou savait qu'il la lirait. Le problème s'élargit d'un coup. Qui maintenait le signal? Qui entretenait cette salle? Et pourquoi une ville vide conserve-t-elle encore une veille active? Il remonte à l'extérieur avec les coordonnées. La nuit est tombée. Le ciel paraît immense. Les fenêtres mortes reflètent des étoiles nettes. Et le signal continue. Au nord de la place, il trouve une ancienne station technique, un bâtiment sans enseigne. À l'intérieur, des armoires ouvertes, des bobines, des relais, des batteries modernes. Quelqu'un est venu récemment, très récemment. Sur un bureau, une feuille pliée, une seule phrase. Ne coupez pas le rythme. Cette phrase change tout, parce que le signal n'était peut-être pas une alerte. Il était un maintien, comme si quelque chose exigeait d'être entretenu pour rester endormi. L'équipe hésite. Puis l'un d'eux remarque la poussière au sol. Des traces de pas reviennent du sous-sol. Pas vers lui, vers la ville. Elle se divise, comme si plusieurs personnes avaient circulé là, longtemps après le départ officiel. Ils suivent la trace jusqu'à l'ancienne école. Les salles sont intactes. Des cartes pendent au mur. Des chaises restent alignées. Dans la cour, un arbre mort. Autour, un cercle de sel craquelé. Sous le bureau du directeur, il trouve un second carnet. Cette fois, les notes sont plus claires. La ville n'aurait pas été désertée. Elle aurait été évacuée après des nuits d'écoute. Des nuits où le sol répondait. Des nuits où les enfants refusaient de dormir. Des nuits où tous entendaient le même bruit sous leur lit. Le carnet mentionne 92 familles. Aucune n'est restée selon le dernier recensement local. Mais une page manque. Une page arrachée avec précision. Dans la reliure, il découvre un fil de cuivre. Il mène à un micro rudimentaire, caché, toujours actif. Et là, un souffle traverse la pièce. Pas dans la rue, dans le système. Le micro capte une voix très faible, une seule phrase. Nous n'avons jamais quitté la ville. Après ça, plus rien. Seulement le bourdonnement du courant. Et le sentiment brutal qu'ils n'étaient pas les premiers à revenir. Le lendemain, ils percent la dernière porte scellée. Derrière, la vérité ne ressemble plus à une ruine. Elle ressemble à une chambre d'attente. La salle est minuscule, sans fenêtre. Sans mobilier. Juste des murs recouverts de mousse noire. Au centre, un pupitre. Dessus, une bande magnétique.
Et à côté, un carnet rempli d'observations jusqu'à la veille. Les dernières lignes sont écrites d'une main tremblée. Elles décrivent le signal comme une réponse physiologique. La ville ne recevait pas quelque chose. Elle produisait quelque chose. Le système de cavité sous la cité agissait comme une caisse de résonance géante. Les vibrations du sol, les structures, les équipements, tout amplifiait une séquence naturelle. Mais le carnet ajoute l'élément impossible. Le rythme ne correspondait à aucun phénomène connu localement. Il imitait un code. Quelque chose dans les profondeurs avait appris à répéter, puis à varier, puis à attendre. Un silence lourd tombe sur l'équipe. Parce qu'une ville vide peut mentir. Mais une ville vide qui attend, c'est autre chose. Ils trouvent ensuite la dernière cassette. Elle a été enregistrée par l'ingénieur disparu. Sa voix craque. Il parle lentement. Il dit que l'évacuation n'était pas la fin. C'était un essai. Un test pour voir ce qui survivrait au départ des hommes. Puis il s'arrête. On entend un bruit derrière lui. Pas un grondement. Des pas. Très légers. Très nombreux. La bande grésille. Il reprend, chuchotant. Ce n'est pas la ville qui est vide. À cet instant, tout devient plus simple et plus terrifiant. La ville n'a jamais été silencieuse. Elle a seulement changé d'auditeur. Les humains ont quitté les rues, mais le sous-sol a continué de compter, de répéter, d'appeler. Les chercheurs remontent sans parler. À l'aube, ils se retournent une dernière fois. Une lumière clignote encore dans la mairie, puis une autre dans l'école, puis une troisième, plus loin. Le signal s'est déplacé, comme s'il suivait leur départ. Les autorités finiront par classer le site. Les cartes seront corrigées, les accès fermés. Mais certaines nuits, les radios de la région